entre les deux chromosomes homologues 15 qui surviennent. En l'occurrence ici, cette anomalie, cette délétion est médiée à cause d'une recombinaison homologue entre BP1 et BP4. Et donc toute cette partie a sauté. Et là-dedans, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les fameux gènes dont je vous ai parlé, UBE3A et SRNPN, qui sont soumis à empreinte. On voit que ça complique l'analyse. Et en fait, je vous ai parlé la dernière fois de la dysomie parentale, mais là, en l'occurrence, il y a une perte d'une des régions. Et ce que l'on sait, c'est que s'il y a une perte de l'expression de l'allèle paternel, ça donne un syndrome d'Angelman. S'il y a une perte de l'allèle du chromosome maternel, de cette partie maternelle, ça vous donne en fait, un syndrome d'Angelman. Et le syndrome de Wily-Prader se traduit par une hypotonie, une obésité qui se constitue tardivement, un retard mental. C'est des troubles en fait. Alors c'est intéressant ça. Cet enfant, en fait, il va grossir. Il va grossir parce qu'en fait, il a des troubles en fait de la satiété. Ce que je veux vous faire remarquer sur cette question, c'est que la question de l'alimentation n'est pas juste une question de goût, mais c'est une question qui est réglée d'un point de vue pas psychique. Elle est réglée d'un point de vue du fonctionnement cérébral. Et là, il y a des troubles, en fait, du mécanisme de la satiété. Je vous dis simplement ça pour... L'idée, c'est qu'on a souvent l'impression qu'on a un tempérament qui est lié à telle ou telle chose, une façon de faire. Mais je crois qu'il faut commencer enfin, moi, je pense, à partir des troubles que l'on voit chez ces enfants qui ont telle ou telle anomalie et telle donc molécule qui est en moins ou en plus, que l'émotivité, c'est-à-dire en fait notre capacité de maîtriser l'émotivité, tel type d'émotivité devant tel type de situation est quelque chose de régulé génétiquement pour une bonne partie. Vous avez par exemple des syndromes où la personne sera émotive lorsqu'elle quitte, par exemple, soit ses parents, soit non ses parents, c'est-à-dire des personnes étrangères. Elle va être émotive à ce moment-là. Et donc, il faut bien comprendre que tout cela et notre capacité de réguler tout ça a une base génétique, même s'il y a de l'acquis par derrière. Mais ça, la pathologie que l'on observe, où on observe des individus qui, en délétion, vont vous donner des personnes très grosses, et en duplication, vont vous donner des personnes très maigres qui n'auront pas la sensation et l'envie de manger, et bien vous montre qu'il y a un substratum génétique à beaucoup d'aspects de notre comportement. Enfin, on va arrêter de faire de la philosophie. Donc, cet enfant, il va devenir gros, alors que la délétion de l'allèle maternelle pour donc UBE3A va donner le syndrome d'Angelman qui n'a strictement rien à voir. Mais lui, il a un retard mental profond, mais il n'y a pas d'hypotonie. Donc, comme cet enfant est petit, on en a déduit qu'il est probablement, lui, cet enfant, plutôt Wily-Prader qui va grossir, etc., etc., etc. Autre situation clinique, nous avons un enfant de 5 ans et demi, il a un retard, moins de DS, de taille, PC moyen, petite mâchoire, des dents coniques, enfin bref, peu importe, de formation. On tombe sur une délétion du... Non, regardez, vous voyez ce que je viens de dire? Je viens de dire on tombe sur une délétion. Vous verrez pourquoi. On tombe sur une perte du chromosome 4. Le logiciel nous dit exactement à quel endroit. On a les gènes, tout, on a les coordonnées. Perte de 3,5 mégabases. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on vérifie. Effectivement, voici un chromosome 4 repéré par la sonde télomérique 4P en rouge. Et on voit que le signal en vert, qui correspond à une sonde de la région délétée, n'existe pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher chez les parents. Et chez les parents, qu'est-ce qu'on voit? Ouais. Voici la maman. Eh bien, vous voyez la maman, elle a un chromosome 4 normal, avec un rouge et du vert par ici. Donc, c'est une sonde Q, en fait, pas du P. Vous voyez la sonde verte. Mais regardez notre chromosome 4. Il n'a pas la sonde en vert. Vous voyez? Elle est où la sonde en vert? Elle est ici, sur notre chromosome. Et on a déterminé en fait qu'il s'agissait d'un chromosome 10. Peu importe, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'en fait,
la maman a un chromosome 4 anormal, et en fait, elle a une insertion de cette partie dans un chromosome 10. Ici, vous voyez l'utilité absolue de vérifier l'anomalie chez les parents. Parce que là, la mère a une anomalie équilibrée, elle a une insertion d'une partie du 4 dans du 10. Donc, à la méiose, elle peut soit transmettre son chromosome 4 dérivé sans le bout, ce qui a provoqué la délétion chez son enfant, mais elle peut transmettre le 10 avec le 4 en plus un 4 normal, ce qui va provoquer une trisomie chez un autre enfant. Donc, si vous faites une CGH arrêt, si je vous demande un exemple, vous me racontez des histoires d'interprétation, je vous demande qu'est-ce que vous faites, et vous ne vérifiez pas l'anomalie chez les parents, et si vous me dites à partir d'une perte ou d'un gain que c'est une délétion, etc., je vous dirais non. Une CGH arrêt ne vous permet de dire qu'une seule chose, c'est un CNV, une variation de nombre de copies. Elle ne vous dit pas quel est le mécanisme qui est là. Là, en l'occurrence, il se trouve que vous avez une délétion, mais là, elle ne vient pas d'une délétion, d'un point de vue mécanistique, elle vient chez les parents d'une insertion et d'une ségrégation méiotique, d'une insertion, tout simplement. Donc, le conseil génétique pour cette dame, c'est de lui dire, madame, vous avez au moins une chance sur 2 de faire la même chose, de lui dire, madame, ce qu'on peut vous proposer, c'est 2 choses. Soit un diagnostic prénatal, c'est-à-dire à 11 semaines, on vous fait un prélèvement de villosité choriale et on détecte l'anomalie chez l'enfant et on vous propose, si vous le souhaitez, une interruption. Soit on peut également faire un diagnostic préimplantatoire et à ce moment-là, on implante que les embryons qui n'ont pas le déséquilibre. Donc, vous voyez, c'est fondamental. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas dedans. Et évidemment, le père, lui, il est normal. Alors, donc, continue à tenir ce que je viens de vous dire, conseil génétique, prénatal ou préimplantatoire. La démarche diagnostique, c'est CGH-arrêt. Il y a 80% de résultats normaux. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même... Oui, il y a 20%, il y a 80% de normaux. Donc, si une CGH-arrêt est anormale, on vérifie par fiche proposant un parent afin d'établir le diagnostic pour faire le conseil génétique. Très bien. Je voulais simplement finir très rapidement sur ça en vous disant la chose suivante. Je vous ai expliqué qu'on peut tomber sur des lésions du génome, grandes ou petites, et qui n'ont pas de signification particulière. Et donc, voici une étude qui a été faite sur 15 000 personnes qui avaient des retards mentaux, malformations, etc. Et on a comparé avec 8 000 témoins. Cette courbe s'interprète de la façon suivante. Ici, vous avez la grandeur des CNV. Ici, vous avez le pourcentage de la population. Vous voyez en fait que la courbe en rouge, c'est la courbe des patients, et la courbe en vert, c'est la courbe des témoins. Vous voyez que lorsque l'anomalie est petite, vous avez autant d'anomalies chez les patients que chez les témoins. C'est-à-dire le CNV chez les patients que chez les témoins. C'est-à-dire que les CNV de petite taille, nous tous, nous en avons. C'est ce que ça veut dire, ça. Donc, lorsque vous avez un CNV de petite taille, vous ne pouvez pas déduire grand-chose. Que les choses commencent à devenir avec une différence significative lorsque le CNV est aux environs de 400 kb. C'est pourquoi, par exemple, dans notre service, nous n'interprétons que des CGH-arrêt avec une résolution de 400 kb. Parce qu'on sait que lorsque c'est en dessous, on va avoir beaucoup de CNV, mais on ne pourra pas les interpréter. Lorsqu'on a plus de 1 mégabase, mais surtout 1,5 mégabase, on sait que lorsqu'il y a un CNV qui fait au moins 1,5 mégabase, il y a 95% de chances qu'il soit pathologique. On ne voit pratiquement jamais ça dans la population témoin. C'est pourquoi, par exemple, en prénatal, les CGH-arrêt, on ne regarde que les anomalies à 1,5 mégabase. Vous voyez qu'on adapte en fonction de ce type de pathologie. Bon, je passe rapidement parce que sinon on ne finira pas. Donc, en fait, on se retrouve devant un CNV, devant soit un CNV pathogène,
Ok, il n'y a pas de problème, on sait qu'il est pathogène, on connaît, soit c'est un désordre récurrent, une anomalie récurrente, où il y a des gènes, enfin bon bref, soit c'est un CNV bénin, on le retrouve pareil le CNV chez la famille, la mère n'a rien, il est petit, soit ce sont des CNV qui prédisposent à des pathologies, en général des pathologies neuropsychiatriques, c'est-à-dire on connaît toute une série de CNV qui prédisposent à être un autiste, un retard mental, à avoir une épilepsie, à avoir une schizophrénie, on commence à les connaître. Et puis vous avez toute une série de CNV qu'on appelle des VOO, pour des variantes de signification inconnues, où là on est très embêté, et on répond au clinicien, ben, écoutez, on ne sait pas. On a trouvé un CNV, mais on ne sait pas établir le rapport entre le phénotype et le génotype. Voilà. Donc pour l'interpréter, il faut avoir la taille de CNV, son contenu en gènes, sa localisation, si c'est dans une duplication segmentaire, on s'en fout. La nature du CNV, soit c'est une perte ou un gain, sachant que la perte est beaucoup plus donne des phénotypes beaucoup plus sévères que le gain. Et j'ai oublié quelque chose là, de savoir dans la famille s'il est hérité ou pas. S'il est hérité, bon, ça fait plus vous ou CNV de susceptibilité à donner quelque chose. S'il n'est pas hérité, les de novo, ça penche plus pour quelque chose de pathologique. Puis donc on se sert des bases de données, on regarde les autres patients, il y a des bases de données, on vous donne des patients qui ont la même anomalie, et donc on analyse tout ça. Donc l'analyse d'un CNV est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, qui peut être compliqué. Dernière chose, pour finir, c'est ce qui est dit pathologie du point de cassure. Rapidement, soit ça interrompt une séquence codante, soit c'est ce qu'on appelle un effet de position. La séquence codante, vous comprenez, il s'agit d'un gène qui donc est qui n'est pas soumis à empreinte, c'est un gène qui est sensible au dosage génique. Si vous interrompez sa séquence, vous allez avoir un phénotype, pas de problème. L'effet de position est quelque chose aussi qui est simplement, vous séparez un gène en fait, de ces séquences régulatrices. Juste un cas, un peu compliqué. On avait un enfant, 4 ans, qui avait une anomalie bilatérale du segment antérieur de l'œil, qui avait une aniridie, qui n'avait pas de cristallin, bilatéral, donc vous voyez un peu le tableau. Il avait un petit retard de développement. Il y a un gène qui est connu pour donner ce type de choses, qui s'appelle PAX6. Bon, on n'a pas... il n'y avait pas de délétion. Il y a pas de, bon. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une translocation entre un chromosome 2 et un chromosome 16. C'est assez compliqué. On a fait de la peinture, on a montré que c'était vraiment très compliqué, comme il y avait des inversions. Enfin bref, je vous passe le détail. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé, avec les bacs, on a pris des sondes pour repérer les points de cassure, savoir exactement où ça cassait. Donc on a pris plusieurs bacs, on a fait plusieurs hybridations. On est arrivé à avoir, vous voyez, du vert et du bleu. Ça veut dire que c'est collé, ça veut dire que ça casse par le vert et par le bleu. Ça casse aussi sous le rouge et le vert, enfin peu importe. Finalement, on est tombé dans une région où il existe un cluster de gènes, IRX3, IRX5, IRX6, qui interviennent dans le développement de l'œil. Le point de cassure était juste avant le gène IRX3, et il se trouve en fait que dans ce gène-là, il existe en fait un élément de régulation dans un intron d'ici, qui régule en fait l'expression des IRX dans l'œil. Et donc, on en a déduit que ce point de cassure séparait en fait tout le cluster IRX de ces éléments de régulation, et que ceci étant en liaison avec le tableau clinique de l'enfant. L'anomalie étant de novo, il n'y avait pas de risque de récurrence pour les autres enfants du couple. Donc en conclusion, on peut dire que la pathologie chromosomique peut générer différents tableaux cliniques qui dépendent de la taille, du contenu en gènes, du retard mental à la malformation. Bref, tout ce qu'on vient de voir. Elle peut être générée aussi par des pathologies de point de cassure, mais ça c'est rare, extrêmement rare. Elle peut donner des cancers, qu'aujourd'hui, on détecte à peu près, par les différentes techniques qui sont assez résolutives, environ 20% de retards mentaux et de malformations qui sont liés à des anomalies chromosomiques, que ce que l'on sait aujourd'hui pour les pathologies mentales, maintenant, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'il n'y a pas de pathologie chromosomique, on va à l'exome. C'est-à-dire, on regarde les mutations dans les gènes. Et aujourd'hui, avec l'exome, on découvre à peu près 30 à 40%
de mutations dans les retards mentaux. Donc, pathologie chromosomique et génique avec l'exome, on arrive à 50 à 60% de causes découvertes pour les retards mentaux. Il reste quand même 40% pour lesquels on ne sait pas du tout quelle est la cause. Est-ce qu'elle est génétique? Est-ce qu'elle est épigénétique? Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est lié à la grossesse? On n'en sait pas encore. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup progressé, puisqu'il y a quelques années, on était à 2%, hein, on n'était à pas grand-chose. On est maintenant à 40-50%, ce qui est beaucoup. Les techniques sont en train de se développer, de séquençage massif du génome. Dans les 5 ans, je pense qu'il y aura de gros centres pour séquencer et faire rechercher en même temps des mutations et des anomalies de nombre. Mais il va rester encore beaucoup de choses à faire. Voilà, donc lundi, on change de sujet, on fait du cancer.